Il est 18h, bienvenue dans votre journal. Voici les titres. Le Festival des Arts mélanésiens s'est ouvert ce matin sur le site de Saralana au Vanuatu. Cette délégation de la Mélanésie sont au rendez-vous dans la Nouvelle-Calédonie. En direct de Port Vila, Michael Forrest, membre en charge de la culture du pays, sera notre invité. Il répondra aux questions d'Aurélie Chiron et Lina Wakaseou. Après 40 ans dans le droit français, le dispositif du travail d'intérêt général s'est adapté aux spécificités du pays. Sujet évoqué lors d'un séminaire au tribunal de Nouméa aujourd'hui. Détail dans cette édition. Et enfin, le dojo d'Antoine Camboiré, inauguré autour de Magenta, un bâtiment qui comprend 2 salles de classe et 200 mètres carrés de tatami éco-conçus à l'initiative Les Kimonos du Cœur, une association solidaire. Quelle est son utilité? Nous le verrons à la fin de ce journal. C'est un grand moment culturel que vivent en ce moment les Calédoniens et nos frères de la Mélanésie au Vanuatu. Le Festival des Arts mélanésiens s'est ouvert ce matin sur le site de Saralana. Cette délégation de la Mélanésie sont au rendez-vous en direct de Port Vila. Michael Forrest, membre en charge de la culture, et notre invité Aurélie Chiron. Bonsoir. Bonsoir Élise, effectivement nous sommes en direct du site de Saralana, l'un des sites où se déroule actuellement le 7e Festival des Arts mélanésiens au Vanuatu. Je suis en compagnie de Michael Forrest, membre du gouvernement en charge de la culture au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Michael Forrest, bonsoir. Bonsoir. Alors aujourd'hui s'est déroulée l'ouverture officielle de ce 7e Festival des Arts mélanésiens au Vanuatu. Alors comment se passent les retrouvailles avec les nations du Pacifique présentes pour ce festival? Ces retrouvailles s'effectuent avec beaucoup de chaleur et d'émotion, parce que l'ensemble des îles du Pacifique, notamment les îles mélanésiennes, elles ont été très impactées par la crise du Covid, d'une part, et d'autre part, on a entendu le discours du Premier ministre. Le Vanuatu a subi 2 cyclones de catégorie 5 au mois de mars, donc c'était un vrai challenge pour eux aussi. Et on a pu constater cet après-midi toute la chaleur justement autour des différentes délégations, lors des gestes coutumiers et des présentations au public. Donc plutôt une bonne journée, une première bonne journée sur laquelle on va continuer à travailler demain et après-demain pour rendre ces 15 jours fidèles au festival, c'est-à-dire à la rencontre des cultures des différents peuples de la Mélanésie. Alors ce matin vous avez été convié sur l'île d'Ifira. Alors comment s'est passée cette cérémonie? Est-ce que c'était important pour vous d'y aller? Oui, c'est très important dans la mesure où la coutume elle occupe encore une place très, très importante au sein des sociétés mélanésiennes. Donc dans ce cadre-là, nous avons répondu avec beaucoup de cœur à l'invitation du Mulvatu Maori pour se rendre sur l'île d'Ifira justement pour procéder à l'ensemble du protocole coutumier avec l'ensemble des chefs coutumiers, de manière justement à ce que ces 15 jours puissent se dérouler dans de bonnes conditions. D'ailleurs, les chefs nous ont donné leur quitus pour que justement on puisse fouler la terre de Port Vila, fouler la terre de Vanuatu, danser, crier et surtout partager avec l'ensemble des festivaliers. Alors en marge de cet événement, des rencontres bilatérales ont eu lieu entre les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les autorités vanuataises. Alors quels sont les teneurs de ces discussions et quels sont les différents sujets qui ont été posés sur la table? C'est vrai que j'ai mon collègue avec moi, M. Cathy Jomonier, par exemple. On a aussi vu le ministre du changement climatique du Vanuatu. On sait bien que le Vanuatu est aux avant-gardes justement de tous ces sujets-là sur la scène internationale. C'était naturel pour nous de pouvoir poser un cadre de travail pour regarder comment ils affrontent justement ces différents défis liés au cyclone, liés à la montée des eaux. Il y a aussi d'autres secteurs, par exemple, autour de différents programmes financés par le Forum, mais aussi par l'AFD, par exemple. Donc l'idée, c'est de pouvoir saisir l'opportunité de notre présence sur Port Vila pour élargir justement notre champ de compétences. Parce que je rappelle aussi que c'est la première fois que nous avons une déléguée dans un pays mélanésien lors d'un festival. Donc notre déléguée ici, Mademoiselle Ouetté, a aussi fait en sorte que les différents officiels, que ce soit des communes, du CESE, des provinces, mais aussi du gouvernement, puissent quelque part trouver des espaces pour les différents secteurs qui le portent. Alors d'autres réunions sont prévues tout au long de la semaine. Demain, un conseil de la culture et jeudi également d'autres réunions. Quels seront les sujets qui seront abordés lors de ces discussions ?
Oui, c'est des réunions classiques lors des festivals des arts mélanésiens. Donc il y a le Conseil des arts et de la culture du fer de lance qui se réunit, suivi de la réunion des ministres de la culture. Donc l'idée justement, après cette longue attente par rapport au Covid notamment, l'idée c'est de faire un peu le point sur les différentes dynamiques, les différents programmes politiques qui sont mis en œuvre dans chaque pays, de manière à ce qu'on puisse encore une fois trouver une dynamique commune pour pouvoir porter aussi au niveau du forum avec nos frères micronésiens, nos frères polynésiens et le reste de la planète. Alors une dernière question pour cette édition du festival. La Nouvelle-Calédonie est présente au Vanuatu avec plus de 120 artistes. En quoi la mise en valeur de la culture et des savoir-faire est-elle un facteur de rayonnement pour la Nouvelle-Calédonie dans la région du Pacifique ? Ça a été déjà un facteur depuis plusieurs décennies, parce que je rappelle par exemple que nous étions déjà présents au niveau du Pacifique en 1970. Et c'est vrai qu'au niveau du fer de lance, régulièrement, nous avons répondu favorablement, parce qu'on a d'abord jugé nécessaire que c'est logique de pouvoir rencontrer nos plus proches voisins, notre grande famille de la Mélanésie, mais aussi pour permettre à tout un chacun, que ce soit au niveau des arts plastiques, des arts visuels, mais aussi des arts vivants, quelque part de trouver d'autres perspectives de travail, d'échange et de développement surtout. Michael Forest, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Élise, bien évidemment, la soirée se poursuit avec un concert. Nous aurons Nayo, Vanessa Kwai et bien d'autres artistes originaires du Vanuatu. Je vous souhaite à tous une belle soirée et continuez de nous suivre sur Calédonia. Vous aurez chaque jour des sujets sur ce festival et nous pensons également à remercier VBTC qui nous permet ce soir d'effectuer un direct. Merci Élise. Voilà, merci Aurélie, merci à ton invité, merci à Lina Wakaseu qui était derrière la caméra et bien sûr à nos confrères, comme le disait Aurélie Chiron, à nos confrères de VBTC. Alors nous continuons dans ce festival. 2 heures plus tôt, la délégation calédonienne fignolait les costumes pendant qu'une cérémonie officielle se déroulait sur l'île d'Ifira. Reportage de nos 2 journalistes sur place, encore une fois, Lina Wakaseu et Aurélie Chiron. Je suis en train de découper des pochoirs pour les mamans, là, pour terminer les tuniques. Du coup, voilà, il y a des derniers petits retouches avant de préparation. Pochoirs à poser, accessoires de danse à préparer et robes à réajuster. À 2 heures du défilé d'ouverture, les artistes sont à pied d'œuvre. Faire des retouches, comme la plupart des robes sont trop serrées, sont trop courtes. Là, on a essayé de faire rallonger un peu les manches, les bas. Et pendant que les festivaliers se préparent, Michael Forest, membre du gouvernement en charge de la culture, est convié sur l'île d'Ifira. Veillons sur vous, tous, peuple de la Mélanésie. Durant toute la durée du 7e Festival des arts culturels mélanésiens 2023 à Port-Vila, la capitale de Vanuatu. Une réunion en comité restreint où sont rassemblés les chefs des délégations des pays mélanésiens. Entouré des grands chefs de l'archipel pour le Sautoga, Montoy Kalsokau, chef d'Ifira, donne sa bénédiction pour les festivités. Sur l'île d'Ifira, il y a le grand chef, c'est lui qui a la charge de surveiller, Port-Vila et surtout d'accueillir les gens qui vont sur Port-Vila. C'est la porte ouverte pour Port-Vila. Ce matin, il nous a bénis qu'on peut rentrer tranquillement ici, dans le site, sans avoir peur. Et puis surtout, on a sa bénédiction d'aller où on veut, puis de montrer notre culture, la culture de toute la Mélanésie dans toute sa complexité. Une cérémonie qui marque l'ouverture officielle de la 7e édition du Festival des arts mélanésiens au Vanuatu. Voilà donc des reportages que nous pourrons retrouver demain et donc la semaine prochaine. Retour en Nouvelle-Calédonie. Il y a 40 ans, le dispositif de travail d'intérêt général faisait son entrée dans le droit français, une alternative à l'incarcération qui s'est adaptée aux particularités du pays. Un reportage d'Audrey Poidi.
Ces images sont celles d'un travail d'intérêt général mené à la tribu de Montfaoué à Poya l'année dernière. Depuis 2019, les tiges peuvent être effectuées en zone coutumière. Après avoir constaté des actes d'incivilité à Poya, la municipalité a fait le choix de répondre à un appel à projet visant à accueillir des tigistes. L'occasion de prendre en charge les jeunes originaires de Poya et de mener un chantier pour rendre l'eau potable pour les habitants de Montfaoué. Alors ce qui est intéressant dans ce chantier, c'est il y a eu un gros travail avec les coutumiers, le conseil des clans, le chef de clan qui a encadré les jeunes, et je les remercie parce que sans eux on n'aurait pas pu faire ce chantier à la tribu. Il y a eu une démarche de bienveillance des coutumiers, mais aussi des familles de Montfaoué, et l'idée était vraiment de montrer à cette population tigiste qu'il y avait possibilité de revenir dans le cadre familial, dans le cadre de la société, et puis de rétablir des valeurs qu'ils connaissent et qu'il suffisait simplement de réveiller. À ce jour, on constate qu'il y a quand même des améliorations parce que pas plus tard qu'hier, j'ai un tigiste qui est venu me voir et qui me dit: est-ce que tu as des choses à me proposer? Je serais intéressée. Donc il y a une démarche volontaire de nos tigistes, et puis vraiment on est déjà dans une prise en main de ce public, de comment ils peuvent contribuer au quotidien de leur commune. S'il n'y a pas de chiffres sur la récidive en Nouvelle-Calédonie, le travail d'intérêt général serait un bon moyen de lutter contre ce phénomène. Une personne qui exécute une peine de prison d'1 an aura une chance sur 2 de récidiver. Une personne qui exécute une alternative à l'incarcération, dont le travail d'intérêt général, voit ce risque diminuer de 50%. Donc on a 2 fois moins de chances de récidiver si on fait un tige que si on va en prison. La peine de prison, elle exclut la personne de la société, alors que la peine d'intérêt général, elle met la personne au cœur de la collectivité. Donc elle évite la désocialisation. Effectivement, dans certaines situations, comme on a pu le voir ce matin, elle favorise l'insertion professionnelle, mais elle permet aussi une prise de conscience. Une alternative aux courtes peines qui s'imposent davantage en raison de la surpopulation carcérale du camp Est. Au mois de février, on recensait 610 détenus pour 410 places. Priorité pour les courtes peines, effectivement, à certaines mesures alternatives, dont le travail d'intérêt général. Le séminaire qui s'est déroulé toute la matinée, très riche en échanges, effectivement nous montre le chemin, et c'est un chemin qui convient effectivement à ce territoire. Le nombre de travaux d'intérêt général a augmenté ces 2 dernières années au pays. L'année dernière, plus de 600 tiges ont été prononcées. Voilà, c'est un reportage d'Audrey Poïdi et Lou Kaimo. Économie à présent avec l'ouverture de la 3e édition du Nouméa Women's Forum cet après-midi dans l'auditorium de la province sud. Durant 3 jours, des tables rondes, des ateliers ou encore des masterclass se tiendront. Objectif: inspirer, conseiller, accompagner les femmes qui souhaitent développer un projet économique. Naya Wateou, élue de la province sud et organisatrice de l'événement, dresse le bilan des 2 premières éditions et présente les enjeux de cette 3e édition au micro de Delphine Boussy. Des résultats, bien sûr, on commence à en avoir, et à différents niveaux. Dans un premier temps, sur la manière dont on a adapté nous-mêmes nos propres dispositifs par des modifications pour mieux les accompagner, mieux cibler. Mais au-delà de ça, c'est des très belles histoires qu'on commence aussi à voir apparaître, des parcours de reconversion, des femmes qu'on a croisées lors de la première édition qui, au sortir, nous disaient « j'avais une petite idée planquée sous le lit, je ne savais pas trop quoi en faire, et puis finalement, là, de voir que c'était possible, je me suis lancée, et aujourd'hui, on voit, on avait à la première édition des porteuses de projets. Aujourd'hui, on a des femmes chefs d'entreprise. À quoi s'attendre sur cette 3e édition, au-delà de l'émulation et de pouvoir se retrouver entre nous, c'est de vraiment pouvoir échanger sur ce qui fait aujourd'hui la difficulté des femmes dans une société un petit peu en transition et en changement. Au-delà de la dimension économique, c'est aussi de pouvoir apporter du conseil à ces femmes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui souhaitent entreprendre à différents niveaux. C'est pour ça que nous avons organisé ces 3 jours autour de masterclass, de tables rondes, mais aussi de discussions entre femmes, entre hommes aussi, parce que c'est essentiel pour nous que l'on puisse échanger avec les hommes sur cette société que l'on veut beaucoup plus inclusive. Et la présidente de l'association de la Nat Kanak, Yvette Danguigny, participait à la première table ronde de la journée. Elle revient sur les difficultés rencontrées par les femmes Kanak dans la mise en œuvre de leur activité économique. On l'écoute.
ce qui va être le frein pour l'économie, ça va être le foncier pour nous les femmes Kanak. Il est encore difficile aujourd'hui de pouvoir avoir un accord des coutumiers pour monter un projet sur terre coutumière. Et ça fait 3 ans qu'on en parle dans le Women's Forum parce que on aimerait que le Sénat, les aires, les chefferies prennent en compte ce problème à bras le corps pour trouver des solutions pour l'entrepreneuriat au féminin sur terre coutumière. J'aimerais bien qu'on mette en valeur des femmes Kanak qui ont des projets, qui ont des projets parce que ça va permettre d'inspirer d'autres femmes, surtout sur les projets économiques. Dans un tout autre registre, initié par le gouvernement, il y a 1 an, des travaux sur l'habitat océanien sont menés dans l'ensemble du pays. Un type d'habitat qui prendrait en compte les notions de bien-être, de santé, de développement économique ou encore d'identité. Lundi, une restitution des travaux sur ce thème a été présentée au public à Lifou. Un reportage d'Henri Dailolo. Signes identitaires, bien-être, sécurité ou encore flexibilité, la plupart des Loyalsiens rêvent d'un habitat éclaté dans l'espace. Cette restitution des travaux est l'occasion de vérifier point par point avec les habitants la cohérence des informations comprises et récoltées. Ce qui en ressort, c'est que la maison reste un facteur d'intégration sociale. Le lien social, ça veut dire ma capacité à recevoir, ma capacité à être reçu, ma capacité à distinguer des espaces communautaires, des espaces partagés et des espaces spécifiquement privés. Les habitants des îles sont convaincus et parfois contraints de composer avec leur environnement et leur milieu. On doit construire juste en faveur des ressources, de nos ressources. On ne peut pas aller au-delà. Ça fait qu'on vit avec nos matériaux déjà existants. Sollicité pour accompagner la réflexion et les évolutions sur le concept d'habitat, le sociologue John Passa estime que les réflexions doivent justement prendre en compte les réalités de la culture kanak. On est en train de réfléchir sur toutes les communautés, enfin toutes les sociétés qui habitent ce pays. Et c'est cette richesse-là qu'on doit pouvoir arriver à trouver une espèce de modèle, pas de maison, mais d'habitat, qui intègre toutes les attentes. Mais moi, je continue à penser que c'est la société kanak, elle doit porter une grande partie de cette réflexion-là pour pouvoir en faire un projet qui est partagé et assumé par tout le monde. Une fois structurés et bien calibrés, ces travaux seront organisés sous forme de programmes destinés aux futurs architectes. L'idée sera de produire un élément qui soit un guide ou un référentiel selon le cas, mais qui permette de garder pour les ouvrages à venir des éléments directeurs de ce que les gens attendent, ce que les habitants attendent d'un habitat, d'une maison, d'un environnement. Les prochaines restitutions sur les travaux sur l'habitat océanien se dérouleront le 25 juillet prochain à Marais. Société, le dojo d'Antoine Comboiré, inauguré autour de Magenta à Nouméa ce mardi. Donc un bâtiment qui comprend 2 salles et 200 mètres carrés de tatami éco-conçus à l'initiative Les Kimonos du Cœur, une association solidaire. Objectif, réduire les inégalités dans tous les domaines auprès des enfants. Un reportage de Vanessa Kédé. Les Kimonos du Cœur dojo Antoine Comboiré, c'est le nom de ce tiers-lieu solidaire situé au pied des tours de Magenta à Nouméa. Donner et voir son nom sur cette façade est un sacré privilège pour Antoine. C'est beaucoup de joie, beaucoup de fierté, mais aussi beaucoup de responsabilité. C'est pour ça que je me devais d'être là. Et puis, c'est vrai qu'il faut qu'aujourd'hui, on va dire l'opérationnel se mette en place et puis que cette salle elle soit animée. Et puis surtout, on veut voir des enfants venir ici. On va entendre des cris, on va entendre des sauts comme c'est le cas là. Il faut que cette salle vive, il faut que cette association vive et surtout perdure. Je m'investis bien sûr très fortement parce que c'est la première fois que je me retrouve là, voir mon nom
là sur le haut donc, de cette salle. Et c'est vrai que je ne l'ai pas fait au foot. Voilà, je ne sentais pas le besoin. Et puis là, c'est avec des frères donc, du judo, parce que ce sont les valeurs du sport que l'on prône. L'objectif de cette initiative est de réduire les inégalités dans tous les domaines auprès des enfants. Cet emplacement a été aménagé pour leur offrir les activités d'éducation au sens large. Il y aura du soutien scolaire, il y aura des cours de musique, de théâtre, du judo bien évidemment, il y aura des cours d'informatique, il y aura bon nombre de choses comme ça et des cours d'alimentation aussi, du yoga, enfin un petit peu de tout en fait. Tout, c'est une association qui est tenue par des bénévoles. On a mis celui-là ici dans les tours de Magenta, c'est pas anodin, voilà, c'est un signe fort, leur dire aux jeunes que ici c'est chez vous. Alors bien sûr c'est chez vous, mais il faudra prendre soin de ce lieu. Voilà, et là, quand on rentre là, on enlève les chaussures, on se lave les pieds. Voilà, c'est aussi donc respecter les lieux avant tout, puis se respecter, puis surtout donc partager, voilà. Partager des rires, des fois donc un peu des douleurs, hein, un peu des pleurs, mais voilà, c'est partager ensemble, c'est l'humain quoi qui a mis en avant, et puis bien sûr l'éducation. Le premier planning prévoit déjà des cours de judo et du soutien scolaire quotidien, du yoga et des ateliers maman-bébé. La formation d'une dizaine de jeunes au brevet d'initiation aéronautique est déjà en cours. C'est la fin de cette édition. Un rendez-vous à ne pas manquer. Après ce journal, l'émission Ça vous parle. L'infertilité sera le sujet développé. Docteur Clotilde Deschanel, praticien hospitalier, assistante médicale à la procréation, et Déborah Couero, représentante de l'association BAM, seront les invités de Falaï Wedge. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. On se quitte avec ces images du Festival des Arts Mélanésiens au Vanuatu. Belle soirée en notre compagnie. Merci, welcome la délégation Calédonie. C'est un moment inoubliable. C'est un moment inoubliable pour partager ensemble la culture mélanésienne.